Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'édition de la mi-journée sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. En Éthiopie, hier, une délégation internationale de haut niveau s'est rendue à Mekele, la capitale tigréenne. La délégation, conduite par les médiateurs de l'Union africaine, Uhuru Kenyatta et Olusegun Obasanjo, a rencontré le président du gouvernement régional du Tigré et le chef de l'armée de la région. Les détails dans ce journal. Du renfort militaire pour la RDC, le Soudan du Sud s'apprête à envoyer 750 soldats pour compléter l'effectif militaire kenyan de la force régionale de l'EAC déjà présent sur le terrain. Leur mission, aider le pays à combattre les rebelles du M23 qui sévissent dans l'est de la RDC. Triste nouvelle, le monde du football est en deuil depuis hier. La légende brésilienne Pelé s'en est allé à l'âge de 82 ans. Il est le seul joueur de football à avoir été sacré 3 fois champion du monde avec la Seleção, l'équipe nationale. Le gouvernement brésilien a décrété 3 jours de deuil national. C'est tout pour le sommaire. Je vous le disais en titre, une délégation internationale de haut niveau composée des médiateurs de l'Union africaine, Uhuru Kenyatta et Olusegun Obasanjo, mais également d'une trentaine de diplomates africains et occidentaux, est arrivée jeudi à Mekele, la capitale du Tigré. Une première depuis les accords de Pretoria. Ce voyage est un geste fort de plus après la visite lundi d'une délégation gouvernementale éthiopienne. Explication Soukaina Skali. Nouveau geste fort dans la normalisation des relations de paix entre rebelles du Tigré et gouvernement éthiopien. Jeudi, comme il l'avait annoncé, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta a posé un pied dans la capitale tigréenne de Mekele. À l'ordre du jour, le lancement du mécanisme d'observation et de surveillance de l'Union africaine, prévu par l'accord de paix de Pretoria signé le 2 novembre dernier. Autre point que l'envoyé spécial de l'UA tâchera d'aborder, la poursuite des discussions entre les anciens belligérants. C'est la première fois depuis la signature des accords de paix à Pretoria qu'une délégation se rend sur le territoire. Chefs du TPLF et rebelles du Tigré s'étaient mis d'accord sur un accord de cessez-le-feu et un suivi vérification de l'Union africaine de la mise en œuvre du dit accord. Pour la première fois depuis 18 mois, la région du Tigré a retrouvé un semblant de retour à la normale. La police fédérale éthiopienne est entrée dans la capitale, mais surtout le rétablissement des communications téléphoniques après plus de 2 ans de coupure et la reprise des liaisons commerciales vers Mekele, capitale tigréenne, après 18 mois de fermeture. Le Soudan du Sud va envoyer 750 militaires en République démocratique du Congo pour combattre les rebelles du M23, annonce faite mercredi par un porte-parole de l'armée soudanaise. Ces militaires font partie d'une force régionale mise en place sous l'égide du Kenya. Plus d'informations avec Valentine Exantus et Ahmed Paraïso. Des mitrailleuses montées sur des véhicules blindés, une troupe d'hommes en armes entassés dans des camions, ce convoi militaire n'est pas dans une parade. Ces soldats s'apprêtent à quitter Juba, la capitale du Soudan du Sud, direction l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, vous êtes une force organisatrice et vous allez maintenant maintenir la paix, même si vous ne portez pas de casque bleu. Mais le casque que vous portez maintenant va devenir bleu et il va changer en fonction de votre performance. Et si vous allez à la prochaine mission, vous irez avec un casque bleu. Ils sont 750 soldats à être déployés dans le cadre d'une force régionale afin de combattre des rebelles à l'est de la RDC. Ces hommes s'entraînaient depuis plus de 6 mois pour cette mission. Leur déploiement doit contribuer à ramener la paix dans une région où l'armée congolaise et groupes rebelles, notamment le M23, s'affrontent dans de violents combats aux dépens des civils. À Juba, le départ de ces hommes est vécu comme une fierté. Depuis que nous sommes devenus indépendants,
C'est la première mission à laquelle nous participons pour apporter la paix dans la région et aussi dans le monde entier. Et c'est très important parce que dans notre pays, nous avons des personnes pour maintenir la paix pour nous. Et maintenant, nous allons apporter la stabilité et la paix et apporter la paix au Congo. Voulue par le Kenya, cette force régionale à l'est de la République démocratique du Congo doit à terme comprendre des militaires venant du Kenya, du Burundi, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Mais son effectif total reste encore inconnu. Le procès des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires par la junte malienne, ouvert hier à la cour d'appel de Bamako, se poursuit ce vendredi. Il intervient avant l'ultimatum fixé au 1er janvier 2023 par les chefs d'État ouest-africains pour libérer les 46 soldats détenus depuis juillet. La semaine dernière, le ministre ivoirien de la Défense, après une visite officielle à Bamako, avait assuré que l'affaire était en voie de résolution. Je vous propose d'écouter la réaction de Maliens et d'un ressortissant ivoirien à Bamako. Quand même, c'était pour trouver une porte de sortie pour l'ensemble des deux États. Donc, il y a un État qui était affranchi. Les autorités ivoiriennes qui étaient à Abidjan la semaine dernière pour venir voir les autorités maliennes et ils ont échangé. Et on a appris que le procès doit se passer aujourd'hui. On a profité de l'occasion pour être solidaire avec les Maliens. Mon souhait pour que ce problème finisse, une fois pour des bons, pour que les deux peuples continuent leur marche ensemble de manière naturelle. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Et quand le président s'exprime, il parle de ces mots à chaque fois. Nous sommes des pays frères. Alors je crois que ce procès peut changer beaucoup de choses. Et je crois que le Mali et la Côte d'Ivoire vont se donner la main pour continuer donc à travailler ensemble. En Gambie, les autorités ont livré pour la première fois les détails sur la tentative de coup d'État qu'elles affirment avoir déjoué le 20 décembre dernier à Banjul. Selon le Conseil à la sécurité nationale, les auteurs de ce putsch manqué avaient prévu d'arrêter des hauts responsables du gouvernement et de les utiliser comme otages pour empêcher toute intervention étrangère. On l'écoute. Il a été établi que les auteurs présumés du coup d'État ont établi des contacts et tenu des réunions clandestines dans certains endroits identifiés à l'intérieur du pays alors qu'ils préparaient le coup d'État. Les rapports font également part de l'implication présumée de support du coup d'État venant de collaborateurs civils de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Les enquêtes se penchent sérieusement sur cet aspect. Par conséquent, et conformément aux lois de la Gambie et aux meilleures pratiques internationales, le gouvernement gambien a mis en place une équipe conjointe d'enquêteurs pour enquêter sur la tentative de coup d'État. Au Sénégal, un rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19 fait polémique. La réaction du gouvernement qui tente de minimiser les irrégularités financières relevées dans le rapport provoque la colère de l'opposition et de la société civile. Pour exprimer leur désapprobation, elles appellent à un concert de casseroles le 31 décembre. Souila Soubaï pour les détails. Devant une forêt de micros, les leaders de l'opposition sénégalaise sonnent la charge contre le gouvernement du président Macky Sall. En cause, la publication d'un rapport accablant de la Cour des comptes quant à la gestion du fonds de riposte Covid. Dans la ligne de mire des opposants, des ministres du gouvernement accusés de détournement. 1 000 milliards ont été mis sur la table, comme l'a rappelé tout à l'heure mes prédécesseurs, pour lutter simplement contre la mort. Pour sauver des Sénégalais, pour leur permettre de vivre, pour leur permettre de rester auprès de leurs enfants, pour leur permettre de rester auprès de leur famille. Et pendant ce temps, ces 1 000 milliards qui étaient destinés à lutter contre la mort, certains ministres sans vergogne, sans scrupules, se sont servis comme de vulgaires malfrats. Le rapport de plus de 180 pages relève de nombreuses fautes de gestion et infractions pénales.
Entre fonds alloués à des dépenses sans lien avec le Covid-19, conflits d'intérêts et problèmes dans l'attribution des marchés, la Cour des comptes sénégalaise met en cause plus de 10 responsables. Il n'en fallait pas plus pour que l'opposition appelle à des actions pour dénoncer la mauvaise gouvernance du président Macky Sall. Nous voulons que le 31 décembre à 20h, que le monde entier entende les bruits de casseroles pour savoir que le peuple n'est pas content de Macky Sall et de son gouvernement. J'appelle tous les Sénégalais de tout âge à prendre part à ce concert de casseroles pour faire le maximum de bruit parce que Macky Sall ne connaît que ce langage. Au-delà de ce concert de casseroles pour couvrir la voix du président le 31 décembre prochain, l'opposition prévoit aussi d'organiser un rassemblement le 6 janvier, toujours dans le but de dénoncer la mauvaise gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid. En attendant, la Cour des comptes a demandé au garde des Sceaux l'ouverture d'informations judiciaires à l'encontre des 10 responsables mis en cause dans le rapport. Après le discours du président tunisien mercredi, le mouvement Ennahda s'insurge et condamne les propos de Kais Saied qui inciteraient à la violence contre des personnalités de l'opposition qu'il accuse d'œuvrer contre l'intérêt du pays. Pour le parti d'obédience islamique, les déclarations du président tunisien sont une réelle menace à la paix civile. La RDC qui rappelle son ambassadrice à Paris pour des soupçons de malversation, un ancien ministre des Finances condamné pour corruption en Algérie et la fin du procès d'Aung San Suu Kyi, condamné à 33 ans de prison en Birmanie. C'est le reste de l'actualité, commenté par Souilas Bailly et Noël Ndong. La République démocratique du Congo a rappelé son ambassadrice à Paris. La diplomate est soupçonnée de malversation financière et de mauvaise gestion de la représentation diplomatique. Dans une correspondance datée du 27 décembre, le vice-premier ministre des Affaires étrangères de son pays affirme que la responsabilité de la diplomate semble être engagée sur une somme de plus de 2,6 millions d'euros, dont une partie provenant du non-reversement au trésor public. Des fonds tirés de la vente des passeports aux requérants congolais, des recettes, des frais des visas et autres actes de chancellerie. D'autres malversations porteraient sur le train de vie onéreux du personnel diplomatique. Madame Isabelle Tchombé était en poste à Paris depuis janvier 2022. L'un de ses proches collaborateurs a dénoncé une délation et un acharnement. Certains faits incriminés seraient antérieurs à la prise de fonction de la diplomate. En Algérie, un ancien ministre des Finances a été condamné jeudi à 7 ans de prison ferme pour corruption. Mohamed Loukal était poursuivi pour abus de fonction, dilapidation de deniers publics et octroi d'avantages indus lorsqu'il était directeur général de la Banque extérieure d'Algérie. Le tribunal a ordonné la confiscation de tous ses avoirs et biens immobiliers. Mohamed Loukal a occupé les postes de ministre des Finances et directeur de la Banque extérieure d'Algérie sous la présidence du défunt Abdelaziz Bouteflika, décédé en septembre 2021. Aung San Suu Kyi, l'ex-chef du gouvernement en Birmanie, a de nouveau été condamnée. Ce vendredi, elle a écopé de 7 ans de prison supplémentaire. C'est la énième condamnation du prix Nobel de la paix. Cette fois-ci, elle a été reconnue coupable de corruption par un tribunal de la junte au pouvoir. Il s'agissait du dernier volet de son procès fleuve de 18 mois. Elle était visée par 5 chefs d'accusation. Si toutes les peines étaient appliquées, l'ancienne dirigeante birmane de 77 ans passera au total 33 ans en prison. Figure controversée mais toujours très populaire dans son pays, Aung San Suu Kyi est incarcérée depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021. Les États-Unis ont rejoint un nombre croissant de pays qui ont décidé d'imposer des contrôles aux passagers en provenance de la Chine, où la levée des restrictions sanitaires semble avoir entraîné une explosion de cas de contamination au Covid-19. Jeudi, le directeur général de l'OMS a jugé compréhensibles les mesures de protection prises par certains pays face à la flambée des cas de contamination. La Chine, les autorités chinoises fournissent très peu d'informations sur la situation dans le pays. Encore un peu plus de 24 heures avant que l'année 2022 s'achève. À cette occasion, nous revenons toute la semaine sur les événements qui ont marqué l'année. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur les principaux événements climatiques qui ont bousculé notre planète avec Laurent Leleu.
L'année 2022 s'achève dans quelques jours et pour de nombreux climatologues, ce fut une année hors norme. Ouragans, sécheresses, inondations ou encore incendies monstres, cette année a été marquée par des catastrophes météo à peine croyables. Retour sur les plus grands événements climatiques qui ont marqué 2022. La sécheresse extrême qui a touché l'Europe tout au long de l'année 2022 est considérée comme l'une des plus grandes catastrophes climatiques de l'année. Son coût est estimé à environ 20 milliards de dollars et elle aurait provoqué la mort prématurée de 16 000 personnes. Le continent européen n'a pas été le seul à subir des températures incroyables. La Corne de l'Afrique a connu cette année l'une des pires sécheresses des 40 dernières années, avec des conséquences dramatiques pour plus de 30 millions d'habitants qui souffrent de la faim. En Chine, la canicule a duré plus de 70 jours consécutifs avec des températures souvent supérieures à 40 degrés dans plus de 17 provinces. L'Inde et le Pakistan ont également été confrontés à des températures extrêmes. La température la plus élevée enregistrée sur tout l'hémisphère nord en 2022 est montée jusqu'à 51 degrés le 14 mai 2022 dans la ville de Jacobabad, au Pakistan. Conséquence immédiate de ces sécheresses, les incendies qui en Europe ont atteint un niveau record de surface brûlée par les feux de forêt. 785 000 hectares, soit 2 fois plus que la moyenne annuelle des 15 dernières années. Aux États-Unis, où la méga sécheresse qui touche l'Ouest américain depuis le début des années 2000 a de nouveau donné lieu à une année noire en termes d'incendies. Environ 150 000 hectares sont partis en fumée cette année, faisant figurer l'année 2022 en 3e place derrière 2020 et 2021. Dans d'autres régions du monde, ce ne sont pas les incendies qui ont traumatisé les populations, mais les pluies et les inondations. En Australie, des pluies historiques ont inondé une partie du pays comme à Sydney, où dès le mois de juillet, le record annuel de précipitations avait été battu. 2022 aura été l'année la plus pluvieuse jamais enregistrée pour de nombreuses villes australiennes. En Afrique du Sud, c'est dès le mois d'avril que des inondations historiques et des glissements de terrain ont causé la mort de plus de 400 personnes dans les environs de Durban. Mais c'est au Pakistan que les pluies ont été les plus dévastatrices. Elles ont submergé un tiers du pays, détruisant maisons, communautés et bétail. Selon l'ONU, un habitant sur 7 a été victime de ces inondations et au moins 1700 personnes sont mortes dans ces intempéries. Autre fléau pour de nombreuses régions du monde, les ouragans. En septembre, c'est l'ouragan Ian qui a balayé la Floride. Avec ses vents violents et ses pluies torrentielles, il a causé des dégâts catastrophiques au point que le gouverneur de l'État a déclaré que certaines villes avaient été littéralement ravagées. Dans le même temps, de l'autre côté de la planète, c'est le super typhon Noru qui a frappé les Philippines. Avec ses vents à plus de 250 km et ses vagues de 15 mètres, Noru est jusqu'à maintenant le plus puissant phénomène cyclonique, tout océan confondu, de cette année 2022. C'est un rendez-vous artistique majeur sur le continent, les rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie. L'événement qui est à sa 13e édition s'est ouvert en début de mois. Les œuvres de 75 artistes sélectionnés à travers le monde sont présentées dans au moins 7 sites d'exposition à travers la capitale malienne. Le public pourra ainsi les voir jusqu'au 8 février 2023. Bouraïma Soulo, notre correspondant sur place, nous en dit plus. Bamako est depuis le 8 décembre 2012 la capitale africaine de la photographie. En effet, les expositions de la 13e édition de la Biennale africaine de la photographie, rencontre de Bamako, se tiennent dans la capitale malienne. Cette nouvelle édition se tient dans un contexte sécuritaire précaire. Une situation qui n'a pas empêché les autorités maliennes qui veulent faire de cette biennale le FESPACO de la photographie africaine de respecter la tradition. Pour le délégué général de cette 13e édition, le Mali se veut un incubateur de la photographie sur le continent. Vision du monde, il est intéressant de savoir que 75 artistes africains viennent partager leur point de vue sur la vision du monde, leur vision de demain. Et le Mali en est un incubateur. Moins présentes et visibles dans la photographie, les femmes sont désormais au cœur des activités photographiques. En témoigne la présence de ces femmes photographes à l'image de Fatoumata Diallo. Pour elle, les femmes retrouvent peu à peu leur place dans ce milieu ultra dominé par les hommes. Les femmes dans la photographie, c'était difficile, mais ça commence à aller, les gens commencent à avoir une bonne vision des femmes dans le monde de la photographie. La Biennale africaine de la photographie, c'est aussi la sélection de 75 artistes et photographes africains
comme ces photographes sénégalo-mauritaniens qui estiment que l'art peut contribuer à la stabilité des pays en crise comme le Mali. L'art est au début et à la fin de tout, et que ça participe à la stabilité du pays, et donc il faut soutenir les artistes et le milieu de l'art. La Biennale africaine de la photographie, c'est également des rencontres informelles entre les photographes et le public. Ce sont ces rencontres qui font la réussite de la Biennale, souligne Cheikh Diallo. Je trouve qu'une Biennale qui réussit, c'est quand une offre dépasse presque le IN. Le ministre malien de la Culture, qui a donné le coup d'envoi des expositions photographiques, n'a pas manqué de rappeler la vision que le Mali a pour la Biennale. La vision du gouvernement du Mali, c'est aussi de faire de la Biennale de la photographie le lieu par excellence de la rencontre de tous les arts. Cette 13e édition de la Biennale africaine de la photographie fermera ses portes le 8 février prochain. Le monde du football est en deuil depuis hier. La légende brésilienne Pelé s'en est allé à l'âge de 82 ans. Il est le seul joueur de foot à avoir été sacré 3 fois champion du monde avec la Seleção, l'équipe nationale. Le gouvernement brésilien a décrété 3 jours de deuil national pour lui rendre hommage. Valentine Exantus. And now watch Pelé, number 10, always the master and the scorer of goal number 3. Il n'avait que 17 ans et il réalisait déjà des exploits sur le terrain. Pelé, le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 3 éditions de la Coupe du Monde, 58, 62, 70. Le roi nous a quittés. Il avait 82 ans. Je suis très triste, car en tant que Brésiliens, nous avons perdu une idole. Cela nous a choqués. Mais j'imagine que tout le monde entier est choqué, car il nous a représentés dans toutes les coupes. Considéré comme le meilleur joueur de football de tous les temps, il avait collectionné les titres collectifs et les distinctions individuelles. Désigné meilleur athlète du siècle par le CEO, il a fait pleurer adversaires et supporters. Aujourd'hui, c'est uni dans la douleur que tous le pleurent. Je suis venu présenter mes respects, mes adieux. Le roi ne meurt jamais. Pour moi, il n'est pas mort. Je suis juste venu présenter mes respects. Depuis l'annonce de sa disparition, c'est toute une planète qui est en deuil. Dans son pays natal, comme ailleurs dans le monde, l'hommage est unanime. Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé, laisse un grand vide. Mais le roi continuera de vivre à travers les gestes qu'il a inspirés à des générations entières. C'est sur ces hommages au roi Pelé que nous terminons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Soukaina Scali pour l'édition du soir. En attendant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.